Alors, je voudrais commencer à rentrer dans le sujet, même si on y est déjà rentré avec vos présentations. I have a question for you, J'ai Fadimatou, déjà une question pour and of Fadimatou, course all the mais panelists également pour les autres can talk intervenants if they want. peuvent Feel free for évidemment this. prendre la parole. So as everybody knows here, Comme chacun le sait, the air sector is facing one of the le worst secteur du crises transport aérien ever traverse with the COVID crisis, la with a lot of huge crise la plus grave consequences de tous les on temps avec la employment, crise sanitaire, avec des industry, air conséquences transport, air companies, and so on. sur So my l'emploi, question sur is l'industrie, that sur le transport en is général. so according to you, Et what donc, does selon this COVID vous, crisis cette crise sanitaire, cette crise and the impact of du this COVID crisis Covid-19, revealed on the air transport sector? qu'est-ce qu'elle Do you think a similar révélé du crises could transport happen aérien? later because Pensez-vous of que climate d'autres change crises events, for pourraient se example? produire ultérieurement, Or- justement en raison du And changement how climatique? could aviation be Et better à votre, prepared for à votre this? sens, comment l'aviation peut-elle mieux se préparer? Thank you, Olivier. If you don't mind, Merci I would like to Olivier. switch to French Et because je vais en fait I'm passer au defending this français cause parce as que je was, défends especially in Africa, the une French-speaking cause African countries. qui est Ah, sure. particulièrement présente Voilà. en Donc, Afrique Olivier, francophone. déjà, une fois de plus, merci de me passer la parole. Je voudrais saisir cette opportunité d'abord pour présenter un peu la situation de l'aviation en Afrique, parce qu'il est important de prendre en considération que l'Afrique étant un continent en voie de développement, on n'a pas le même degré de développement, d'industrialisation que les autres continents. Donc, on parle de l'aspect climatique, du changement climatique et l'impact que ça a sur les populations immédiates, mais je pense qu'il y a certaines régions d'Afrique qui ne sont forcément pas concernées, vu le nombre de vols ou d'avions qui atterrissent dans ces régions-là. On sait tous qu'on a 54 pays en Afrique qui sont repartis en 5 régions. Donc, on a l'Afrique du Nord, qui a un secteur aéronautique très développé. On a l'Afrique du Sud, qui a un secteur aussi très développé, et l'Afrique de l'Est. Par contre, l'Afrique de l'Ouest anglophone est plus développée que l'Afrique de l'Ouest francophone, et on va prendre en considération l'Afrique centrale, qui est en fait la région dans laquelle j'appartiens, étant camerounaise. Quand on regarde la géographie africaine, on a une diversité qui équilibre le continent. Moi, je viens d'Afrique centrale où on a encore nos forêts qui sont très vierges. Tout à l'heure, dans l'intervention de Violetta, de Valérie et de Jean-Marc, ils ont parlé des différents aspects que le changement climatique a sur le monde en ce moment. Mais je dis, notre jeunesse à nous n'est pas forcément consciente de cela parce qu'on n'a pas les mêmes impacts. Donc, en matière de l'aéronautique, j'ai fondé IAPA en 2014 parce qu'en fait, je m'étais rendu compte qu'on avait des jeunes, surtout des 17 pays de l'Afrique subsaharienne francophone, qui n'avaient pas la même appréciation de l'aviation. Et pas que les jeunes. À travers notre plateforme, on s'est rendu compte aussi que nos gouvernements ou nos communautés économiques n'avaient pas la compréhension de ce qu'était le rôle de l'aviation dans le développement économique. Je vais vous prendre un exemple simple. Chaque pays a son plan de développement, a ses projets, et à chaque fois, on les entend parler de construction de centres hydroélectriques, ils attirent les investisseurs. Mais chaque fois que j'ai posé une simple question qui était de savoir comment êtes-vous plus compétitif qu'un autre pays qui a développé son secteur aéronautique à travers ses infrastructures aéroportuaires ou la facilitation des atterrissages d'avions et autres, je n'avais pas de réponse. Donc, je pense personnellement qu'à travers ces échanges qu'on aura, il faudrait pouvoir avoir une appréciation un peu différente des autres panélistes parce que l'Afrique est spéciale. Dans sa diversité, on n'aborde pas la problématique de la même façon. Nous sommes encore à un stade où, depuis les 6 dernières années, j'essaye avec bien d'autres Africains qui ont aussi créé des structures comme la mienne à vulgariser déjà ce que c'est que l'aéronautique. Et en plus de cela, on ajoute à nos campagnes de sensibilisation de cette jeunesse africaine qui est convaincue que le bonheur est hors du continent, on essaye au maximum de sensibiliser tous les acteurs du secteur aéronautique à nous joindre dans notre démarche pour pouvoir leur faire comprendre l'opportunité, parler en tant qu'une industrie, mais pas des continents différents, pour leur faire comprendre qu'au lieu de déménager du continent vers les autres continents qu'ils voient développer, qu'il y a déjà un risque, ressorti la réalité de l'impact que l'industrialisation, la modernisation vers laquelle ils sont en train de courir a sur le monde entier et qu'on peut, pour l'équilibre du monde en général, créer
ou repartir des activités liées à notre secteur vers l'Afrique. Parce que nous, on parle du monde global pour l'équilibre. Il faut bien qu'on puisse redéfinir les approches, redéfinir les rôles des uns et des autres. C'est vrai que l'OACI, l'ACI ou ATAG mènent des actions globales où ils interpellent les gouvernements. Mais j'ai une question pour tous les panélistes, pour tous ceux qui nous suivent. Les gouvernements aussi doivent avoir un mode de fonctionnement pour pouvoir être éduqués systématiquement parce que les gouvernements changent à l'intérêt qu'est le monde. Bon, le climat, le changement climatique impacte le monde entier, mais on a une jeunesse africaine. On a 60% de la population africaine qui a moins de 25 ans. Donc, imaginez si on remet le cadre actuel du monde entier à la population africaine, on se rendra compte qu'il y a un gros déséquilibre. On est encore au stade de pouvoir leur faire comprendre l'avantage de l'aviation, leur faire voir ce que c'est que l'aéronautique, et donc revenir leur expliquer qu'il va falloir adopter des nouvelles mesures pour protéger le monde. Ils ne se sentent pas concernés. Donc je pense qu'à travers une plateforme telle que celle-ci, on pourra aborder les problématiques du monde développé, et voir comment est-ce qu'on peut développer une coopération. Quand je parle de coopération, elle implique le secteur public, le secteur privé, des volontaires comme moi et beaucoup d'autres, à créer des plateformes pour pouvoir avoir plus de vulgarisation. Donc, personnellement... Oui, Olivier ? Vas-y, Philippe. Donc, personnellement, je ne manquerai pas d'apporter un éclairci sur la situation que nous avons pour permettre qu'au final de ce 2 jours de colloque, qu'on puisse prendre conscience du fait qu'on doit agir et on doit pouvoir, à travers la technologie qui nous est permise aujourd'hui, le Covid, pour moi, est une bonne pandémie qui, en fait, va nous permettre de voir que déjà, on a des échanges à travers le numérique, le digital. On va adopter des nouvelles mesures qui vont permettre qu'on va voir la réalité du monde entier et que les politiques qui vont être faites ne seront pas juste théoriques, mais qu'on les adaptera aux réalités qu'on vit à travers le monde. Donc, pour moi, les pandémies comme Covid apporteront rapidement des changements sur les différents secteurs et on aura le monde entier qui aura une vulgarisation presque équilibrée sur le rôle, l'impact qu'on doit tous, en tant qu'humains, faire pour pouvoir sauver le monde. Merci beaucoup, Fadibatou. Ce que je retiens aussi au travers de ton discours et de ta réponse, c'est... je me permets de te tutoyer déjà, j'espère que ça ne t'embête pas. Bien sûr, ça ne m'embête pas. C'est qu'effectivement, comme on l'a vu tout à l'heure dans les présentations de Valérie Masson-Delmotte, Jean-Marc Jancovici, il y a un cadre physique global qui est contraint avec ce budget carbone, et celui-là, comme l'a dit Jean-Marc Jancovici, c'est le même pour tout le monde, et la Terre ne voit que les ressources fossiles qui nous restent et le budget carbone qui nous reste. Après, la façon de le mettre en œuvre, la façon de se répartir ce budget en fonction de ce qui existe, des spécificités territoriales. En France, c'est pas pareil qu'au Cameroun, c'est pas pareil qu'en Algérie. Et donc, c'est effectivement, merci d'apporter cette lumière une fois qu'on a cette contrainte globale, de réfléchir à comment est-ce qu'on va décliner ça en fonction de la situation et des différentes infrastructures existantes dans le monde. Merci beaucoup, Fadibatou. Et merci aussi d'avoir posé la question aux autres panélistes. Tu fais un peu mon travail. C'est super. Alessandro. Technology improvement is written in the DNA of aviation. L'amélioration technologique fait partie de l'ADN de l'aviation. Les aéronefs sont plus efficaces aujourd'hui qu'il y a 10 ans et ceux d'il y a 10 ans étaient plus efficaces que leurs prédécesseurs. Il y a une croissance du trafic aérien que l'on a constatée à autour de 4% par an jusqu'à la crise sanitaire. Les émissions de gaz à effet de serre ont également augmenté. Alors, comment pouvez-vous imaginer que les choses évoluent différemment au cours des 20 prochaines années? Merci, Olivier. Et pour ma part, je pense que pour réduire l'empreinte carbone de l'industrie, il ne suffit pas de s'appuyer sur les nouvelles technologies ou des combustibles plus efficaces. Il y a évidemment, il est important d'avoir d'autres sources d'énergie, surtout si l'on veut tenir
compte de la croissance de ce secteur d'activité. Donc il y a des questions de rendement énergétique. Il faut quand même faire la distinction entre les longs courriers et les vols intérieurs, en tout cas, qui sont les courts ou moyens courriers, qui présentent des équations différentes. Alors, évidemment, vous avez des vols qui sont multirégionaux, on peut imaginer que pour certains types d'aéronefs, des carburants de substitution pourraient être appliqués. Pour les longs courriers, c'est justement là que l'évolution se fait. 20% des vols longs courriers, justement, sont associés ou représentent 40% des émissions de gaz à effet de serre de toute l'industrie aéronautique. Donc, c'est clair qu'il faut trouver des combustibles de substitution, des carburants de substitution. Alors, évidemment, il y a également la question de savoir comment on pourrait convertir l'agroalimentaire en source d'énergie. Comme l'a dit M. Jancovici, de toute façon, les stocks actuels ne suffiront pas. Donc, les questions se posent. Alors, il y a des façons de procéder à des substitutions. Je ne suis pas... Alors, je ne sais pas je ne suis pas sûr qu'on puisse tout mettre en œuvre, mais il y a des possibilités qui méritent d'être explorées. Il existe d'ailleurs d'ores et déjà des formes de carburant. Vous avez le zéro fuel à kérosène à faible empreinte carbone. On peut imaginer le développement de combustibles de ce type qui soient produits à une plus large échelle. À présent, ils ne représentent que 1% de toute la consommation des moteurs à propulsion. L'hydrogène est une autre voie d'exploration puisque vous n'avez pas d'émissions de monoxyde ou de dioxyde de carbone avec la combustion de l'hydrogène. Il y a des NOx qui pourraient être produits avec les nouveaux carburants, mais ils ont de faibles niveaux de soufre et on peut évidemment imaginer que leur utilisation réduira considérablement les émissions. Alors, dans l'ensemble, si on regarde l'équation climatique en utilisant l'hydrogène comme carburant, pourrait réduire de près de 50% la totalité de l'empreinte carbone. Alors, il y a des biocarburants également qui existent. Et là, c'est des choses qu'on pourrait déjà utiliser dans certains moteurs, ou en tout cas des mélanges de carburants qui pourraient, là encore, avoir des effets bénéfiques. On pourrait imaginer des réductions qui pourraient aller de 30 à 60%. Donc, c'est quelques idées pour remplacer les carburants actuels. Merci. Alors, mais... il faudrait quand même des disruptions technologiques qui pourraient assurer cette transformation. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait ainsi changer la donne en matière d'émissions? Mais pensez-vous que cela suffira, sur la base de ce qui existe? Vous avez évoqué l'hydrogène ou des biocarburants ou des carburants durables pour l'aviation. Mais ces technologies sont vouées à avoir des émissions quasiment nulles. Comment parce qu'il faut quand même le produire, cet hydrogène. Cela nécessite en soi une consommation d'énergie. Oui, et c'est également vrai pour le PTL. Alors, de toute façon, la production elle-même de ces carburants doit s'inscrire dans un modèle durable et quelquefois, il faudra soustraire de l'énergie d'un secteur pour le transférer sur l'autre, ce qui n'est pas toujours facile. On ne peut pas simplement fonctionner sur la base d'un jeu à somme nulle. Il y a là quand même la production d'énergie verte qui existe déjà, qu'il faut donc amplifier, qu'il faudrait amplifier. Cela nécessiterait certainement des investissements. Mais à mon sens, on ne saisit pas tous les éléments, toutes les données du problème parce que le potentiel n'a pas été encore correctement évalué. Merci Alessandro. Florence, si je peux me
tourner vers toi. Tu as parlé plutôt de ton expérience personnelle de l'aviation et j'aurais voulu te demander de manière plus générale quelle est, à ton sens, l'importance de l'aviation dans notre monde, comment l'évolution actuelle peut-elle influer sur le reste du monde, et puis comment imaginer un tourisme qui serait fortement réduit si l'on applique ces mesures draconiennes. Écoutez, je ne peux pas passer en revue toute l'histoire de l'aviation, mais nous savons que les aéronefs, les avions, ont toujours fait partie des grands changements sociétaux des dernières années. Il y a évidemment l'aviation a joué un rôle essentiel dans les guerres, dans l'armée de l'air, mais enfin les avions peuvent être également civils dans l'aide humanitaire, sans parler des échanges culturels. Il n'y a pas que le tourisme, il y a et puis bien entendu le commerce international. L'aviation est en quelque sorte le trait d'union entre les différents composantes de l'humanité. Et donc, au-delà du tourisme, bien entendu, l'aviation joue un rôle et de nombreux rôles clés, je dirais. Alors, s'il est un secteur où l'aviation souffre actuellement, c'est le tourisme. Et donc, la croissance du tourisme a été spectaculaire au cours des dernières années parce qu'il y a eu effectivement une croissance économique constatée notamment en Asie, avec une explosion de la classe moyenne. Bon, c'est là que vous avez une croissance remarquable du trafic, avec les prix du billet d'avion qui baissent. Enfin, moi, c'est une démocratisation de l'aviation a entraîné ce développement. Alors, de l'autre côté, vous avez les émissions. Et si vous vous intéressez aux émissions qui viennent du tourisme, elles représentent 5% de toutes les émissions produites par l'homme, donc c'est quand même énorme. Et si vous avez le secteur du tourisme qui risque d'évoluer, enfin il y aura des changements dans la demande, et il y aura des choix des arbitrages qui devront être réalisés par aussi bien les compagnies aériennes que les constructeurs. Alors la pandémie a été effectivement un rappel à la réalité qui, d'un côté, était assez effrayant, mais d'un autre côté, c'est aussi l'opportunité qui nous est donnée d'accélérer les changements qui sont déjà en passe. Avant même la pandémie, ces changements étaient déjà dans l'air du temps. Vous aviez les millennials, ou la génération suivante, la génération Z. Bon, c'est la jeune génération. Alors, vous avez les Greta Thunberg. C'est un mouvement qui a quand même une force symbolique. Il y a vraiment, disons, un changement de donne, une sensibilisation de cette nouvelle génération qui a une certaine conscience sociale mondiale. Vous avez les réseaux sociaux qui permettent des échanges de vues et une communication généralisée. Mais néanmoins, les voyages, les déplacements restent une chose importante. On ne se contente pas des échanges par réseaux sociaux. Il faut se déplacer physiquement, ça reste évidemment essentiel. Mais cette jeune génération est également consciente des questions sanitaires, de développement durable, des considérations écologiques. Et donc, avant même la pandémie, vous aviez la Greta Thunberg qui avait voyagé en bateau pour aller jusqu'à New York, qui avait pris un voilier. C'était un geste hautement symbolique. Et puis, il y a beaucoup de jeunes qui suivent un peu cette voie en se demandant est-ce qu'il faut vraiment que je continue de prendre l'avion? Est-ce que je ne peux pas éviter de le faire? Donc, et puis, vous avez une génération qui est très technologique. Alors, vous avez des nouveaux modèles économiques qui apparaissent, vous avez des nouvelles façons de voyage ou de déplacement partagé, par exemple, qui permettent d'exploiter de nouvelles technologies qui sont moins consommatrices, qui sont moins polluantes et qui ont moins d'impact sur l'environnement. Vous avez des gens qui sont prêts, qui préfèrent couvrir des distances plus courtes, préfèrent
une activité plus locale, donc moins de longs transports en avion, où l'on préfère quelquefois le train si c'est possible maintenant. Vous vous rappelez qu'autrefois, pour les étudians, le rêve des étudiants, c'était de se payer un voyage, de faire le tour du monde. Et maintenant, il vous fallait 10 avions pour faire le tour du monde. Maintenant, ces mêmes jeunes, au lieu de vouloir faire le tour du monde en enchaînant les vols en avion, ils enfourchent leur bicyclette et alors ils vont traverser peut-être moins de pays, mais le font à vélo parce qu'ils savent que c'est un mode de transport qui est beaucoup plus durable. Et nous voyons donc que cette génération opère des arbitrages en essayant de tenir compte de l'intensité carbone de l'aviation. Et vous-même, Florence, vous seriez disposée à partir pour un long voyage en bicyclette? Eh bien, mes enfants deviennent de plus en plus lourds. Et il me faudrait sans doute des vélos électriques pour ça. Pour arriver jusqu'à destination en Chine l'été prochain. Mais par exemple, oui, j'ai décidé de partir en bateau à voile en été plutôt que de faire des voyages au long cours vers des destinations exotiques. En tout cas, il est clair que nous avons tous, évidemment, une certaine schizophrénie dans nos modes de vie. Rares sont ceux qui sont en position de donner des leçons aux autres. Il nous faut être tout à fait conscients également que chaque région a sa propre vision des choses. Je voudrais faire écho à ce que disait tout à l'heure Fadimatou, à savoir que beaucoup de jeunes Africains ont cette aspiration à voyager et à profiter donc de la capacité de voyager par avion qui serait au rendez-vous s'il y avait davantage d'infrastructures, justement. Merci beaucoup, Florence. Ce qui est particulièrement intéressant dans ce que vous disiez, c'est cette prise de conscience progressive dans la jeune génération et peut-être encore plus important de mon point de vue, le fait que quand on part en voyage à vélo, par exemple, ce n'est pas forcément pire qu'avant, au sens où notre vie n'est pas de moins bonne qualité si on est amené à voyager moins loin qu'auparavant, comme on le faisait peut-être autrefois, parfois en faisant plusieurs voyages par an. Merci. Effectivement, oui, c'est plutôt lié à la qualité de l'expérience elle-même qu'à la distance ou au caractère plus ou moins exotique, entre guillemets, de ces vols au long cours. En tout cas, c'est un véritable message d'espoir, comme on pourrait le dire à Star Wars. Really simple question for you. Alors, Yann, j'ai une question très simple pour vous. Quelle devrait être, selon vous, la trajectoire, l'objectif à rechercher pour 2015, s'agissant donc de ce contexte? Et est-ce que nous sommes sur la bonne voie dans le secteur des transports aériens? Je crois que l'important, c'est de tenir compte de cette approche budget carbone quand on définit les trajectoires. Je suis d'accord sur ce point, sinon ça n'a pas grand sens. On peut calculer la quantité de carbone qu'on peut encore ajouter à notre atmosphère tout en restant en deçà de certains seuils de réchauffement et de température. Mais quand on regarde l'histoire que nous avons derrière nous, l'IATA et le groupe d'action, la TAG, avait, je crois que c'était en 2009, défini une cible. Je crois que c'était un renforcement de l'efficacité de 1,5% par an jusqu'à 2020.
si l'interprète a bien entendu, et qu'ensuite, donc, en 2050, il y aurait d'autres objectifs qui seraient atteints, mais rien de tout cela ne reposait sur une approche proprement scientifique, et nous avons vu d'autres acteurs au fil du temps définir des cibles en matière d'émissions, avec souvent une neutralité carbone en termes d'émissions en 2050, avec souvent des systèmes de compensation, voire même destinés à retirer du carbone de l'atmosphère. Et ce qui me frappe dans tout ça, c'est que l'initiative pour des cibles fondées scientifiquement qui traduit une approche en budget carbone en termes de trajectoire propre à tel ou tel secteur, en tenant compte du fait que pour certains secteurs, il sera plus difficile de procéder à une décarbonisation que pour d'autres, me paraît peut-être plus pertinent. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent « oui, mais l'aviation, c'est plus difficile à décarboner que d'autres secteurs. Mais en même temps, il y a moins d'utilisateurs, comme le disait Jean-Marc et également Valérie Masson-Delmotte. En fait, l'aviation concerne une minorité dans ce monde. Et à partir de là, face à cette question de savoir comment décarboner, alors qu'il y a moins d'utilisateurs de ces transports aériens, qu'est-ce que vous répondez? C'est probablement vrai. À savoir qu'il y a sans doute un nombre limité, mais en augmentation, de personnes qui volent et qui donc contribuent à cette augmentation rapide des émissions. Il y a donc une croissance, certes, mais évidemment, tout le monde ne prend pas l'avion dans le monde, alors que certains le prennent plusieurs fois par an. Donc oui, j'ai bien... saisi cet aspect-là. Il y a sans doute une particularité en la matière. Si notre transition dans le secteur de l'aviation est couronnée de succès pour passer à des technologies neutres en carbone, ou si nous arrivons effectivement donc à trouver des solutions techniques, peut-être qu'il y aura autant de personnes qui voleront avec des résultats, des effets négatifs atténués. On peut sans doute considérer que de plus en plus de gens pourront bénéficier de ces aspects positifs de ce luxe que constitue le voyage par avion, alors même que l'on arrive à veiller donc à limiter les effets négatifs. Apolline, qu'est-ce que vous pensez des réponses apportées par Yann? Quel serait votre point de vue personnel? Puisqu'on est, voilà, on est worldwide, je voudrais que tu réagisses à ce qui a été dit précédemment, que tu donnes ton point de vue et en tant qu'étudiante, donc en aéronautique, comment toi tu imagines le futur de l'aéronautique? Et est-ce que tu penses que toutes les parties prenantes du secteur aérien, donc il y a les universités, les gouvernements, les industries, les compagnies, le trafic aérien, tout ça, est-ce que tu penses qu'ils sont sur la bonne trajectoire? Est-ce qu'ils ont suffisamment compris le problème à tes yeux? Est-ce que tu penses que les futurs décideurs du monde aérien, dont tu fais partie, j'en ai aucun doute, sont suffisamment préparés à affronter cette réalité climatique? Beaucoup de questions. Déjà, merci à tous les autres intervenants qui ont vraiment montré des points différents. C'est par exemple, on parlait au début du fait qu'en Afrique, on n'aura pas le même point de vue, par exemple, sur l'aviation en général qu'on l'a en Europe. Et c'est vrai que c'est ce qu'on voit aussi quand on voit que 1% des personnes qui prennent l'avion sont responsables de 50% des émissions, par exemple. On se rend bien compte qu'il y a une véritable échelle et que ça concerne peut-être qu'une petite partie de la population. Et c'est aussi ce dont, par exemple, Valérie Masson-Delmotte parlait quand elle parlait du fait qu'il y avait besoin d'une transition juste et équitable, en fait. C'est qu'il y a vraiment des échelles comme ça à prendre en compte. Ça, c'est important pour toi. Oui, ça me paraît très important, en tout cas, de prendre en compte cet aspect du justice et d'équité. Et je pense que c'est la seule manière dont on pourra réussir la transition énergétique, en tout cas. Et après, pour revenir peut-être aussi sur, par exemple, l'utilisation de la technologie, justement, le dernier rapport du Shift Project qui vient de sortir explique bien le fait que
même en prenant les scénarios les plus favorables, qui sont d'ailleurs apparemment assez improbables, en tout cas d'après Jean-Marc Jancovici. Donc même en prenant ces scénarios les plus favorables, on se rend compte que on n'arrivera quand même pas aux limites et au budget carbone fixé par l'accord de Paris, et donc il semble nécessaire d'avoir ce qu'on appelle décroissance, qui est des fois une sorte de gros mot qui fait peur, on va dire, mais en tout cas le point de vue qu'on a beaucoup, en tout cas parmi les étudiants engagés à Super Hero Force, c'est vraiment de se dire que on préfère que l'aéronautique prenne cela en compte et peut-être réfléchisse à comment amorcer cette décroissance et la prendre en compte et l'anticiper, plutôt que de se dire qu'on fait comme avant et on continue sans y penser jusqu'au moment fatidique où ce sera trop tard. Et nous, en tout cas, c'est notre futur. Et dans une école comme Super Hero, à peu près la moitié des étudiants vont vraiment dans l'aéronautique. Et voilà, on n'aimerait pas se retrouver avec la moitié de notre promotion qui soit sans débouché parce que on ne l'a pas anticipé, alors que ça fait quand même les premiers rapports des scientifiques qui alertaient sur le changement climatique, ça date des années 70. Donc, on commence quand même si tout n'est pas forcément encore... on a des grandes connaissances scientifiques qui permettent déjà d'avoir un grand nombre d'informations. Et donc, ça me semble vraiment nécessaire de prendre toute cette connaissance et de décider de ce qu'on en fait et d'anticiper tout ça. Et alors, on parle de l'aéro, mais ça concerne vraiment tous les secteurs industriels. Donc là, on est sur l'aéronautique et je trouve ça vraiment important qu'on prenne ça en compte. Mais voilà, c'est un effort que toutes les industries doivent faire pour arriver à cet objectif commun, finalement. Merci beaucoup, Apolline. Je voudrais, avant de passer aux questions-réponses, je voudrais vous poser, alors extrêmement rapidement, parce qu'on n'est pas en avance, juste une question à chacun, one question each. Alessandro, if you were heard of a big aircraft engine manufacturer, what would be the first decision you take? Si vous étiez and please ask a question you would like to be answered during the next 2 days of this conference. Quelle serait votre première décision? Est-ce qu'il y a une question par ailleurs que vous aimeriez voir trouver une réponse pour cette journée? Très brièvement, si vous pouvez. Tout à fait. Je voulais rebondir effectivement donc, sur le remplacement des combustibles fossiles par des biocarburants et des solutions de kérosène en PPL à plus long terme. Et à court terme, je suppose que à plus long terme, on peut penser sans doute aux batteries. Alors, nous savons qu'il y a des investissements qui sont réalisés par les entreprises et je me demande, pour répondre à votre deuxième question, comment les entreprises qui décident de faire certains investissements tiennent compte de cette situation. Florence, je pose les deux mêmes questions. Si vous étiez donc PDG d'une grande compagnie aérienne, quelle serait votre première décision pour essayer de faire évoluer votre activité? Et puis, quelles sont les réponses que vous espérez obtenir pendant cette journée? Alors, si j'étais à la tête d'une grande société de voyage de tourisme, je les inviterais tout d'abord à regarder la présentation de Valérie Masson-Delmotte. Je crois que c'est une lecture essentielle. Deuxièmement, je crois qu'il faut donner l'accent, donner la priorité à la transparence. Ce n'est pas simplement une question de temps et d'argent quand on voyage par avion, ça concerne également les émissions de carbone. Il faut faire preuve de transparence à cet égard. Tous les partenaires du secteur, j'essaierai de les encourager à s'engager davantage en termes d'évolution durable. Et puis tous les jeunes, les innovations, les startups qui représentent une éclosion de nouvelles idées, mais également de nouveaux modèles d'activité pour pouvoir tirer parti de toutes ces capacités qui se dégagent. Ce seraient là mes principales initiatives. Quant aux réponses principales que je souhaiterais obtenir, elles sont liées à ce que disaient à la fois Apolline et Fatoumata. C'est une question d'envergure mondiale. Je fais confiance à la technologie. Je suis certaine que vous tous, ingénieurs, vous trouverez des solutions. Mais je vous encourage à le faire rapidement. La question étant de savoir comment y parvenir de façon à ce que ça s'applique à tous. Comment partager ces technologies, les rendre accessibles, que ce soit en Afrique, en Asie, en Amérique latine,
ou ailleurs pour que tout le monde puisse voler. Voilà le défi que je vous lancerai. Yann, la même question pour vous en tant que PDG, ce que vous serez probablement d'ici peu d'années d'une grande compagnie aérienne. Quelle serait votre première décision et quelles sont les réponses que vous souhaitez obtenir? Eh bien, je commencerai en proposant des tarifs verts, par exemple, à savoir que les passagers auraient la capacité à choisir soit des prix conventionnels, soit des prix plus élevés en volant dans des avions qui utilisent des combustibles, des carburants durables. Pour ce qui est des questions auxquelles je cherche des réponses, je me demande s'il est peut-être temps de trouver des solutions globales au niveau de l'OACI, éventuellement. Car j'ai peur qu'après la pandémie, l'attention s'éloigne, se détourne de ces questions. Merci beaucoup à vous, Yann. If you were a politic leader, what would be the first decision you would take? Un dirigeant politique. And the first law you would like to be voted, and la première loi question you would like to be answered in French or in English. Et quelle est la question? Bon, je vais rester en français. En français. Je pense que c'est compliqué, en tout cas, si on est un acteur politique, de choisir une seule loi, mais je dirais peut-être que toutes les propositions qui ont été faites par la Convention citoyenne pour le climat en France sont déjà une bonne base, puisqu'elles ont vraiment été faites. Par les citoyens de tir au sort qui ont reçu une formation, en fait, qui ont vraiment eu des informations là-dessus et qui ont donc pu établir ces propositions en connaissance de cause. Donc je pense que vraiment donner du crédit à cette convention et peut-être réussir à l'implémenter à un niveau international, ça serait sûrement quelque chose de très favorable, en tout cas pour rejoindre les bonnes perspectives pour, en tout cas, pour limiter le changement climatique. Et la question que j'aimerais voir abordée, en tout cas dans ce colloque, ce serait sûrement comment le monde de l'aérien en général compte s'occuper de ce challenge qui est sa transition vers 2050 et vers un monde bas carbone et voilà, comment anticiper ça et comment s'y préparer au mieux pour que l'aéronautique finalement survive à tout ça et que ça fasse peut-être pas comme d'autres industries, comme on a pu voir, que ce soit par exemple, je pense, par exemple dans le nord de la France, les mines, où tout d'un coup ça s'est arrêté et ça a été très dur de se relever. Éviter au maximum cette situation pour que ça reste un secteur important, parce que ça a quand même été un secteur pionnier qui a permis plein d'avancées et je pense que c'est un secteur qui est capable de se relever et c'est une belle épreuve à affronter et ça révélera, je pense, le meilleur de toutes les personnes qui sont dans ce secteur actuellement. Merci. Fadi Matou, très très rapidement pour qu'on puisse avoir le temps de faire quelques questions-réponses du public. Même question, si tu étais chef d'une grande industrie ou compagnie aérienne ou association, ce que tu es d'ailleurs, quelle première décision tu prendrais? Et une question que tu aimerais entendre répondue au cours des 2 prochains jours. En fait, ça serait le grand changement immédiat serait de renforcer à travers toutes les institutions diplomatiques dans les différents pays, insérer un programme jeune, parce que je sais que dans chaque ambassade, il y a toujours une opportunité de faire des études, de pouvoir permettre qu'à travers des colloques, des programmes de sensibilisation des populations, parce que sensibiliser tout le monde à l'importance de la protection de l'environnement serait une bonne action, surtout en Afrique. Et une question que je souhaiterais bien voir abordée lors de ce colloque, c'est quelle est l'action immédiate que prendra les acteurs principaux de l'aéronautique pour pouvoir immédiatement changer l'approche et la stratégie sur l'aviation en général et l'impact que ça a sur le changement climatique en général. Merci Fadi Matou pour cette question avec l'arbitrage long terme, court terme qui est effectivement essentiel. Et nous allons donc passer maintenant aux questions-réponses du public. Alors j'ai une première question pour Florence. Elles sont posées en français, alors je vais vous les lire en français. Florence, je te laisse le choix de répondre en français ou en anglais. J'espère que notre équipe de traducteurs suivra, mais je n'en doute pas. On examine toujours le tourisme en stigmatisant le tourisme qui consomme, mais n'oublions pas le point de vue des pays recevants qui ont besoin de tourisme pour survivre. Que penses-tu de ça?
Moi, je vais continuer à répondre en anglais. C'est une bonne question, absolument. Bien sûr que le tourisme, c'est une principale source de revenus pour pas mal de pays. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut l'interrompre. C'est simplement le format qui doit changer. Par exemple, je veux dire, les gens n'ont pas arrêté de voyager et d'aller en Thaïlande. Pardon. Le tourisme vers la Thaïlande était massif, mais quand les gens se sont rendus compte que l'île de Koh Phi Phi, qui était la star du film The Beach, la plage, que la plage était menacée, les autorités ont décidé de fermer l'île pendant quelques années. Elle vient de rouvrir, mais ça a permis d'améliorer la situation. C'est un peu la même chose avec la pandémie actuelle. Bon, le problème dans toutes les situations, c'est qu'il faut une soupape d'échappement. Il faut mettre un terme à ces énormes développements qui peuvent être contre-productifs pour le pays lui-même. Donc, le tourisme durable lié à l'aérien durable, c'est bien sûr la marche à suivre. Pour permettre à ces pays destinataires de se développer, bien sûr, mais aussi de façon durable pour le long terme. Voilà ma réponse rapide. Merci beaucoup, Florence. Si quelqu'un d'autre souhaite ajouter quelque chose, n'hésitez pas, on peut en débattre. On a un petit peu de temps pour le débat. Autre question, peut-être plus pour Apolline. Qu'est-ce qui est fait concrètement au sein des écoles pour développer la sensibilité environnementale et climatique des futures générations de professionnels du secteur ? Et là-dessus, justement, l'association Super Hero for Earth a été un acteur clé avec l'administration de l'école, donc de l'ISAE Super Hero, pour mettre en place des cours là-dessus. Donc, par exemple, ça fait maintenant 2 ans qu'on participe à la rentrée climat. Donc, c'est quelque chose de très général qui se passe dans toutes les écoles d'ingénieurs. Et donc, qui consiste à, par exemple, l'animation de la fresque du climat, qui est un atelier basé sur les rapports du GIEC. Donc, c'est vraiment le but, c'est de sensibiliser ces rapports, puisque c'est des rapports de centaines de pages que très peu de personnes lisent vraiment. Et donc, ça permet d'être une manière ludique d'apprendre ces enjeux. Il y a aussi, on a mis en place des cours obligatoires, puisque on a vu, par exemple, les travaux du Shift Project aussi sur la place, justement, de la sensibilisation de l'enseignement supérieur. Et par exemple, il y a beaucoup d'écoles où si on ne choisissait pas d'avoir des cours en lien avec le changement climatique, on passait à travers les mailles du filet, on va dire, et on n'en entendait jamais parler. Et donc maintenant, à l'ISAE Super Hero, on a vraiment un cours que tout le monde a dans le cursus ingénieur qui fait une introduction donc, aux enjeux environnementaux, où on parle des ressources et donc de la physique qui se cache derrière, finalement. Est-ce que tu dirais que c'est venu naturellement ou vous avez poussé les Super Hero for Earth, vous poussez l'administration à aller toujours un peu plus loin ou c'est... Je dirais que c'était les deux parties parce qu'à la fois, c'était une volonté des étudiants, mais le but de l'école, c'est aussi de correspondre à nos attentes et de nous permettre au mieux de réaliser les enjeux du monde dans lequel on sera. Et c'est un enjeu incontournable. Et donc, tant mieux si on a justement notre école qui nous permet de nous préparer à ça et qui nous permet de comprendre ces enjeux, puisque c'est quand même assez complexe. Quand on parle des fois de boucle de rétroaction, de toutes ces choses, c'est des mécanismes très complexes. Et c'est justement finalement tout à fait dans les cordes d'un ingénieur de comprendre ces enjeux complexes et de les comprendre pour ensuite prendre les bonnes décisions en lien avec ça. Je vais peut-être juste ajouter, alors la question ne m'est pas adressée, je suis animateur, mais je vais peut-être juste ajouter qu'effectivement, je pense que ça dépend des écoles et qu'il n'y a évidemment pas que les écoles d'ingénieurs. J'ai eu la chance d'intervenir au titre des Super Héros des Carbos à l'ESCP. Donc ces sujets aussi dans les écoles de management, toutes les différentes écoles montent de plus en plus et je pense à la mobilisation étudiante pour le climat qui regroupe de plus en plus d'étudiants et on sent que ça pousse, quoi. On sent que ça pousse. Merci beaucoup, Apolline. Alors, une autre question pour tout le monde, ceux qui veulent y participer. Alors moi, j'ai plein de choses à dire sur cette question, mais je vais d'abord vous laisser parler. Tous les acteurs économiques doivent faire des efforts pour diminuer les émissions. Parmi eux, le transport aérien et les jeunes ont raison de s'y intéresser. Mais pourquoi ne s'intéresse-t-il pas également à un domaine aussi polluant
et où tout le monde est impliqué, à savoir l'utilisation abusive de smartphones et autres équipements numériques. Je peux peut-être ajouter... Je vais juste la poser en anglais aussi pour les traducteurs. It's great that all the students are interested in c'est très bien que les étudiants s'intéressent aux émissions de GES du transport aérien, c'est très important, mais c'est aussi très important de ne pas oublier qu'il y a d'autres secteurs très émetteurs, et donc pourquoi ne pas s'occuper des smartphones, du numérique, de tout cela. Il faudrait qu'on s'y intéresse plus du point de vue des émissions de GES. Du coup, je voudrais peut-être juste ajouter, ici, on parle de l'aérien, on est à l'Académie de l'air et de l'espace, donc forcément on parle de l'aérien, mais je pense que c'est justement très important que le secteur de l'aérien prenne en compte cela, mais ça vaut bien sûr pour toutes les industries. Et en effet, l'aérien n'est pas la seule industrie qui doit limiter son impact carbone, mais elle en fait partie et ça concerne donc tous les acteurs. Et j'espère aussi que de leur côté, les acteurs du numérique font aussi ce travail. Et après, ça passe, comme on le voit pour l'aérien, l'air de rien, c'est aussi beaucoup les comportements individuels. Donc on parle du flight shame, etc. Mais ça va être aussi, personnellement, réduire son utilisation, peut-être changer moins souvent de terminal. C'est des choses comme ça dont on parle. Et c'est beaucoup l'échelle individuelle aussi, finalement. Yann, do you think also we take care too much of the GHG emissions? Yann, vous pensez aussi qu'on s'occupe trop des émissions de GES de l'aviation, ou bien il faudrait qu'on s'occupe aussi peut-être mieux d'autres secteurs, ou bien est-ce que tu penses que c'est assez correct? Le changement climatique et l'atténuation des émissions, c'est un phénomène mondial qui touche tous les secteurs, et donc il ne faut pas qu'on utilise... Il ne faut pas que ce soit tout le poids porte sur l'aérien. Moi, je dirais que tous les secteurs doivent contribuer, les smartphones, le numérique, il faut faire ce qu'il faut, mais l'aérien doit faire la même chose. OK, thank you very much, Yann. Parfait, merci beaucoup, Yann. Pour Apolline, la réflexion de Super Héros Décarbo est très axée sur la France. Et peut-être pour moi aussi. Mais on n'aboutit à rien si on ne travaille pas au niveau mondial. Pensez-vous qu'il faille transposer votre vision à l'ensemble du monde alors que le transport aérien est incontournable et n'est pas une option pour une bonne partie de la planète? C'est une question pour Apolline. Alors déjà, je reviens sur le fait que c'est incontournable pour une bonne partie de la planète, puisque comme on a vu, en fait, c'est quand même pas, une majorité de la population mondiale n'a pas accès aux avions et n'a jamais pris l'avion. Et c'est finalement, comme on disait, c'est 1% des personnes du monde qui sont responsables de 50% des émissions liées à l'aviation. Donc, je pense que c'est de toute façon important de voir ça au niveau international, puisqu'on vit tous sur la même planète et que c'est notre planète. Et donc, ça serait vraiment pas efficace de travailler tout seul dans notre coin. Mais disons qu'il faut peut-être bien partir de quelque part, et tant mieux si ça peut justement permettre de lancer une trajectoire pour après agréger tout le monde et qu'on ait un objectif commun. Et je dirais que presque l'avantage qu'a l'aérien peut-être à d'autres secteurs, c'est qu'il y a déjà beaucoup d'institutions. On voit ça au niveau international. C'est déjà régi beaucoup au niveau international, et donc finalement, ça devrait être un levier d'action pour l'aérien pour pouvoir encore plus vite s'adapter et mettre une législation pour tout le monde, et que justement ça concerne tout le monde. Et que ce ne soit pas que, par exemple, comme on nous reproche souvent de dire oui, mais on va défavoriser les compagnies françaises au profit d'autres compagnies. Justement, je pense que l'aérien a cette capacité encore plus que d'autres secteurs à réfléchir au niveau international, puisqu'on a déjà toutes les organisations au niveau international. OK. Je vais prendre juste une minute, parce que comme dans la question Super Héros Décarbo est mentionné, la vision est bien globale et mondiale. Et après, l'exercice a été fait sur la France, justement, presque en réponse à ce qu'a dit Fadimatou tout à l'heure, c'est-à-dire que chaque localité a ses spécificités, et donc l'exercice a été fait en tenant compte des spécificités françaises, y compris le réseau ferré et tout un tas d'autres choses. Donc avec ces données plus précises, ça a été fait. Et également, je voudrais juste rajouter un point, le fait de cette approche budget carbone permet justement de regarder la partie globale et de regarder aussi ce qui est activable, et de voir qu'il est essentiel d'activer des choses à court terme. Et sur le court terme, effectivement, on est plus focalisé sur le court terme, sur le local, et sur le stratégique long terme, sur le global. Je n'en dirai pas plus parce que ce n'est pas mon rôle d'en parler, mais je ne pouvais pas ne pas réagir là-dessus. Pour tous,
question pour tous. Le rôle du transport aérien est remis en question en oubliant que dans le préambule de la Convention de Chicago, il est explicitement indiqué que le développement de l'aviation civile contribue puissamment à faire naître et maintenir entre les nations et les peuples du monde l'amitié et la compréhension. Qu'en pensez-vous? Je voudrais adresser cette question à quelqu'un qui n'a peut-être pas encore parlé, peut-être Fadi Matou. C'est vrai que j'avais quelque chose à dire avant de répondre à votre question. Vas-y. Je reviens juste vite fait sur ce qu'Apolline a dit. Je pense que l'initiative qu'elles ont devrait être rapidement globale, parce que si je prends le cas de l'Afrique, les ambitions de l'Union africaine à travers l'agenda 2063 et par exemple la zone de libre-échange. Donc, la zone de libre-échange, en fait, va dans la facilitation des échanges des marchandises d'un pays à un autre. Donc, pour le moment, on sait que le voyage, le tourisme, la découverte intracontinentale est encore limité par rapport au coût, mais beaucoup de marchandises à travers le cargo, qui fait partie intégrante du transport aérien. On parle des vaccins du Covid, donc il y aura une activité qui va être augmentée sur le continent pour la transmission de ces vaccins-là et toute autre marchandise qui part d'un continent à un autre. Il faudrait bien qu'on puisse insérer ces programmes, même, j'irai plus loin, au niveau des institutions d'éducation, l'enseignement supérieur, secondaire et même de base, parce qu'il faudrait que ça puisse rentrer dans nos mœurs. Maintenant, pour revenir sur la question que vous avez posée, il est important qu'on puisse, comme j'ai dit, considérer le facteur global, parce que nous sommes tous concernés et qu'un réchauffement d'un point du monde sans la sensibilisation pour l'équilibre d'une autre région pour pouvoir avoir une stabilité permettra qu'on puisse sauver la planète. Moi, j'ai vu, par exemple, lors de l'Assemblée générale qui s'est tenue en 2019 à Montréal, l'OACI a arrêté sa conférence qui n'était pas prévue pour soutenir l'initiative de Greta Thunberg. J'ai été personnellement, c'était la première fois que je vivais une expérience pareille, une jeune de 16 ans mobilise plus de 500 personnes et je vous dis, j'ai vécu ça en live. J'avais des enfants de 2 ans, 3 ans avec leurs parents qui tenaient tous des pancartes avec des dessins qui démontraient comment le monde entier va pouvoir, si on ne fait pas quelque chose, va se détériorer. Mais c'est ce type d'action que je voudrais pouvoir, dans la paix, la sérénité, voir à travers des programmes plus structurés, à travers les ambassades, à travers les écoles, ou des échanges comme des plateformes pareilles jeunes entre l'Europe, l'Afrique ou le reste du monde et l'Afrique. Parce que nous, comme on dit, on est la planète, le continent vierge. Et ça, on ne voudrait pas pouvoir être victime de copy and paste pour pouvoir rapidement réduire nos chances de survie. Okay, thank you. Maybe Alessandro, you have Alessandro, peut-être quelque chose à dire là-dessus. Est-ce qu'on te traduit les questions en anglais? Actually, no. Actually, non, en fait, non. The question is about the, alors, la question, the essential mission of, elle porte sur la mission essentielle de l'aérien international qui est décrite dans la Convention de Chicago. Deal, let's say. Donc la question est la suivante, comment équilibrer le risque entre les menaces sur cette mission essentielle et la réduction des émissions de GES? Comment équilibrer ce risque? Alors, je n'ai pas vraiment compris de quel risque on parle. Eh bien, si on réduit trop l'aérien, la mission essentielle qui est décrite dans l'accord de Chicago ne sera pas respectée. Donc, comment est-ce que l'on peut trouver le juste équilibre entre préserver assez de transport aérien pour respecter l'accord de Chicago et limiter les émissions de GES de l'aérien? Ben oui, alors, comme on l'a dit, je crois que, comme le disait Yann, on pourrait peut-être payer une prime pour décarboner les émissions, mais ça, je ne crois pas que ce soit viable parce que les gens vont préférer continuer de payer de moins en moins. En tout cas, de voyager pour le moins cher possible. Donc, je crois qu'il faudrait qu'on investisse dans la décarbonation
du côté des entreprises et des États, parce que le défi est tellement énorme que seuls des grands investissements vont permettre de faire changer les choses pour le climat. Et en gros, je pense qu'il faudrait qu'on investisse beaucoup dans la décarbonation parce que le monde est partagé et donc tout le monde doit apporter sa pierre dans n'importe quel domaine. Comme le disait Apolline, nous avons un objectif commun que nous partageons et tout le monde doit jouer son rôle. OK. Thank you, Alessandro. I have time for a last question. Très bien, merci. Yes. Alessandro, on a le temps pour une dernière question ou est-ce qu'il faut conclure? OK. Donc, nous avons une dernière question alors qui est pour le coup spécifique France. Du coup, peut-être qui veut. En France, l'aérien représente 27 000 hectares de terre et le ferroviaire 95 000 hectares. Quand on voit que l'usage des terres est essentiel, qui plus est dans les pays en voie de développement où l'infrastructure reste à construire, un report modal n'est-il pas une fausse bonne idée? Question technique. In France, have we heard with en France, comme on l'a entendu dire par Valérie Masson-Delmotte, l'utilisation des terres est essentielle du point de vue du changement climatique. Donc, est-ce que c'est vraiment une bonne idée d'équilibrer, en gros, de reporter l'aviation court courrier sur le train parce que le ferroviaire utilise beaucoup de terre et ça n'est pas bon du point de vue du changement climatique. En tout cas, c'est fondé sur des chiffres français qui pourraient être peut-être généralisés à tous les pays. Est-ce que quelqu'un souhaite répondre à la question? En tout cas, je vais dire que c'est un peu hors de nos compétences. En tout cas, en étant à l'Élysée super-héros, c'est pas forcément ce qu'on voit. Après, je pense que par exemple, Valérie Masson-Delmotte a assez bien expliqué le sujet là-dessus, c'est qu'il faut en effet prendre en compte l'usage des terres parce que c'est un des critères, on va dire, très importants. Mais je pense qu'en effet, c'est encore une fois une vision très globale et il y a beaucoup de mécanismes qui rentrent en jeu. Et donc, c'est important justement d'avoir ces connaissances scientifiques pour pouvoir quantifier et prendre la bonne décision en connaissance de cause. Et justement, je pense que c'est tous les travaux scientifiques vont dans ce sens, d'avoir les connaissances pour prendre les bonnes décisions. Et donc, je pense que c'est justement important de se poser la question et de justement creuser là-dessus et de se dire est-ce qu'en fait, il vaut mieux peut-être user plus de terre, mais après avoir moins d'émissions de CO2, moins de gaz à effet de serre en général, un forçage radiatif, moins contribuer au forçage radiatif et donc avoir des gains, ou est-ce que finalement le gain sur l'usage des terres ne sera pas assez suffisant? Ça, c'est vraiment... faut de la recherche pour comprendre ça et prendre la bonne décision finalement. Merci Apolline. Does somebody want to say something? Est-ce que quelqu'un souhaite dire quelque chose là-dessus? Alors, si I may? Si vous me le permettez. Yes, I think the whole point is about, je crois que, et là c'est la même chose pour tous les secteurs, j'ai vu ça dans l'énergie ou bien dans d'autres secteurs sur lesquels j'ai travaillé, il s'agit d'avoir une approche écosystémique holistique. Bien sûr, quand les infrastructures existent déjà pour ce report modal, peut-être que c'est une bonne idée. Mais s'il faut dépenser beaucoup d'argent, émettre beaucoup de carbone pour construire une infrastructure ferroviaire là où elle n'existe pas, ce n'est peut-être pas une si bonne idée que ça. Et peut-être qu'on pourrait réfléchir à des avions qui sont propulsés de façon différente, d'une façon plus propice pour le climat, lorsque l'infrastructure n'existe pas déjà. Là où je veux en venir, c'est qu'il faut arrêter de penser en silo, il faut vraiment élargir ses horizons, voir quelles sont les données et les faits scientifiques pour prendre de bonnes décisions sur la base des arbitrages à faire, pour voir quel serait le coût sur notre budget carbone et donc prendre les bonnes décisions et voir aussi où sont les opportunités liées aux nouvelles technologies. Donc, il n'y aura pas de solutions uniformes. Les solutions peuvent être spécifiques à certaines nations ou certaines régions et aussi selon les différents modèles de développement. Il faut penser en système, c'est ça qui est essentiel. Peut-être, je voudrais juste préciser que, puisqu'on parle beaucoup de ce rapport aussi,
la mesure préconisée est bien de faire le transfert modal sur les infrastructures existantes dans un premier temps, dans un souci de court terme et dans un souci de maîtrise des gaz à effet de serre. Donc effectivement, comme l'a dit, as Florence said, you have to take in account what you have as an infrastructure. Il faut tenir compte de l'infrastructure existante avant de décider de choses qui pourraient être discutables. Peut-être plus encore pour Florence, mais who wants to say something mais aussi pour ceux qui souhaiteraient y répondre. The €0 flight, or almost €0, les vols quasiment gratuits created to democratize, qui ont été créés pour démocratiser le voyage in aircraft. Le transport aérien, est-ce que c'est cohérent économiquement et écologiquement aussi? Qu'est-ce que l'on pense de ces billets gratuits? Quasiment aussi peut-être une question pour Yann. Alors peut-être en français, les vols à 0 € ou presque pour démocratiser les voyages en avion ne sont-ils pas une ineptie tant économique qu'écologique? Peut-être de manière plus précise en français me concernant. Yann, go ahead. Yann, you want to say something about the... Let's say it's about low cost, right? You're not a low cost. So tell what you think about this. Lufthansa Group. Le groupe Lufthansa n'est pas un groupe low cost, mais Eurowings est la compagnie low cost de Lufthansa et donc qui propose effectivement ces billets d'avion à 0 € ou tout comme. Alors je ne pense pas que le but du jeu soit de distribuer des billets d'avion gratuits à tout le monde. Au moins le prix du billet d'avion doit refléter le coût énergétique, enfin, les coûts supportés par la compagnie aérienne en termes de consommation de carburant. Et enfin, quand on additionne tous les coûts, ne serait-ce que basiques, évidemment, ça fait bien plus que 0. Donc moi, pour ma part, je ne suis pas du tout en faveur de billets à 0 € qui ne reflètent pas une réalité économique. Yann merci Yann. D'autres voulaient ajouter quelque chose? Maybe a last question. Non. Alors peut-être une dernière question. Faut-il un organisme référent en Europe ou dans le monde qui soit durablement fiable pour les données générales sur la pollution provoquée par l'aviation civile? Yes. Do we need? On repose la même question dans l'autre langue. On demande s'il devrait y avoir des organismes de référence qui seraient chargés de produire des données fiables sur la pollution, ou en tout cas les émissions de gaz à effet de serre produits par le transport aérien civil. Alors, d'abord, est-ce qu'il existe un organisme qui produit des données cohérentes, mais s'il n'en existe pas, à ce moment-là, est-ce qu'il ne faudrait pas en inventer un au niveau européen, voire au niveau mondial? Écoutez, je ne suis pas sûr de comprendre le sens de cette question, mais enfin, vous avez le système d'échange des émissions et Corsia qui a été mis en place pour justement administrer ce régime, plus il y a les rapports d'environnement de l'EASA. Donc déjà, vous avez donc vous pouvez, vous estimez que les données dont vous disposez au niveau mondial, enfin en tout cas au niveau européen, sont fiables? Alors au niveau mondial, dit Yann, je ne pourrais pas trop m'avancer, mais en tout cas au niveau européen, oui, les données existent et d'ailleurs on peut tout calculer parce que l'Agence internationale de l'énergie calcule tout et suit tout. Enfin, on a des données très précises. Alors ça concerne surtout le civil. Je ne suis pas sûr que les données venant du militaire soient disponibles, mais enfin, on dispose quand même du gros de l'information. Quelqu'un souhaite-t-il ajouter quelque chose concernant la disponibilité de données fiables? En français. Écoutez, si je puis dire quelque chose, Fatimatu, pardon, l'IATA travaille déjà là-dessus et vous avez des rapports qui sont publiés régulièrement sur Internet. Donc, les pays qui disposent d'industrie aérienne et d'un secteur aérien ont été amenés à produire ces données et ce secteur sait parfaitement qu'il faut
être cohérent et avoir des données fiables. Donc là, au niveau professionnel, c'est données sont produites. Simplement, il faut s'assurer que d'une génération à l'autre, cette obligation soit transmise. Là, quand on regarde l'horizon 2035, les 193 membres de l'OACI se sont engagés à produire ces données et à respecter toutes les règles qui lui sont dictées. Tout ce qui concerne l'aviation, évidemment, doit être connu au niveau mondial, mais pratiqué localement pour s'assurer que l'industrie se comporte de manière unifiée. Conclure cette table ronde. Je voudrais tous vous remercier d'y avoir participé. Ce que je trouve très, très enthousiasmant et très, très porteur d'espoir pour l'avenir, c'est de voir le niveau de conscience à chacun de vos âges. Moi, je suis juste un peu au-dessus, mais à chacun de vos âges, le niveau de conscience que vous avez. Et je pense que c'est un message important à ceux qui sont actuellement en état de prendre des décisions, industrie, compagnie, des dirigeants. Donc, voilà, le message est lancé. On ne peut plus ignorer ce message. Tout le monde est conscient. Et comme l'a dit Florence, les générations d'après sont encore plus conscientes. Donc, il faut que ça soit pris en compte. Et on attend des décisions court terme, long terme. Merci beaucoup. Et aussi, un certain nombre de questions ont été posées. J'espère qu'elles seront reprises dans les différents débats. Thanks a lot, everyone. It was a really great pleasure to see your different opinion on this so interesting subject. Vos opinions hope you're gonna well and see you. Ces questions. Voilà, nous retrouverons bientôt. Intermède musical. Philippe conclura la séance de ce matin. Merci à tous. À très bientôt. Merci.